Jean-Claude Mailly est l'invité de Marie Chantrey ce matin. Bonjour Jean-Claude Mailly, Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Les retraités aujourd'hui descendent dans la rue. La hausse de 1,7 de la CSG passe très mal. 9 organisations nationales appellent à manifester. Le gouvernement parle de solidarité intergénérationnelle. Est-ce que c'est un argument entendable selon vous ? Non, la solidarité intergénérationnelle, c'est pas ça. La solidarité intergénérationnelle, c'est les actifs, notamment, qui, pendant qu'ils travaillent, cotisent. Les cotisations servent à payer, par exemple, les retraites de ceux qui sont en retraite, et en même temps s'acquièrent des droits. Ça, c'est la solidarité, c'est la sécurité sociale d'une manière générale. Là, il y a une réelle perte de pouvoir d'achat pour tous les retraités à partir de 1 200 € par mois. On ne peut pas dire que ce sont des retraités riches, il faut arrêter. Les retraités, cet argument-là, ceux qui manifestent, ce sont des nantis, vous le balayez d'un revers de main. Est-ce que les ministres gagnent 1 200 € par mois ? Voilà, certains le reprennent, effectivement. Oui, mais il faut arrêter, c'est pas ça le problème. Et quand on veut, il y a la fiscalité qui doit intervenir dans ce cadre-là. Mais à 1 200 € par mois, c'est quand vous perdez 30 €, 25-30 €, c'est important sur un budget de ce type. Donc c'est normal qu'ils soient en colère. L'exécutif qui avance aussi qu'il y aura les effets bénéfiques de la suppression de leur taxe d'habitation, mais là aussi il y a un problème de calendrier, car ces effets-là se verront dans un temps plus long. Oui. Et là encore, c'est demain, et dans quelle situation? Et tant que c'est pas fait, les gens doutent que ça va se faire. Donc en minimum, il y a un décalage. Ça ne concernera pas tout le monde. Si vous prenez le dossier des retraités, si vous mettez à côté, parce que c'est le même jour en plus, la révolte dans les EHPAD, on va y venir, qui concerne tout le monde, c'est vrai qu'il y a toute une série de foyers de mécontentement qui sont en train de progresser. On va y revenir en effet. Emmanuel Macron hier était à Tours, il s'est offert un bain de foule, interpellé par une dame qui lui dit, une dame âgée, là vous nous avez vraiment pompé. Il prend le temps, Emmanuel Macron, il va au contact, il dit je sais que ça râle, mais je vous demande un effort pour ceux qui travaillent. On voit un exécutif et un président de la République sur ce sujet relativement inflexible. C'est l'impression qu'il vous donne. C'est son problème, il vous demande un effort, mais les gens font des efforts. Enfin, vous voyez bien qu'on est dans une situation économique où la croissance repart, un peu plus modestement en France que dans le reste de l'Europe. Ça génère des recettes fiscales supplémentaires. Ce ne serait pas stupide de consacrer une partie de ces recettes à essayer d'amorcer, par exemple, le réglage ou un problème sur les traités ou problème dans les EHPAD. Or, on a un président de la République qui dit non, je consacre tout à la réduction de la dette, qui en est une partie, je peux comprendre. Mais là, il est vraiment très rigide et inflexible. Vous faites cette transition tout trouvée, en effet, cette fameuse cagnotte fiscale qui, pour certains, est imaginaire. Pour vous, il y a un devoir de la redistribuer, environ 20% pour certains spécialistes et experts. Même dans la majorité, cette demande fait surface avec un peu plus de 4,3 milliards d'euros de bonus venus gonfler les caisses de l'État. Oui, tant mieux s'il y a des recettes fiscales supplémentaires. C'est uniquement lié à la croissance économique, parce qu'il y a eu des dépenses fiscales dans le cadre du ruissellement, de la théorie du ruissellement. Mais une partie de ces recettes fiscales pourrait être consacrée, par exemple, à améliorer la situation dans les EHPAD. Ça concerne tout le monde, les EHPAD. Or, là, le gouvernement, on attend les propositions de la ministre, apparemment à la fin du mois, mais il aurait dû réagir. Il y a une première manifestation le 30 janvier. On est le 15 mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement avait octroyé des sommes supplémentaires, 50 millions. Si on fait le calcul, ça fait environ 80 € par an par résident, soit 20 centimes par jour. C'est insuffisant. Je crois que le gouvernement, enfin celui-ci et les précédents d'ailleurs, n'ont pas pris la mesure de l'évolution de la population dans les EHPAD, qui sont beaucoup plus âgés, donc plus en dépendance, et de même conditions de travail qui se sont dégradées pour le personnel, avec souvent des personnels en réduction en nombre. Les dernières réformes qui ont diminué les ressources des EHPAD. Donc là, c'est un dossier sur lequel il y a urgence, et ce ne serait pas stupide, ce serait même socialement digne de la part du président de la République et du gouvernement de dire ok, on va consacrer une partie de ces recettes supplémentaires à améliorer la situation dans les EHPAD. Sauf que la réponse, on semble déjà la connaître. Ne dilapidons pas le fruit de nos efforts, inflexibilité de ce côté-là. Oui, mais si c'est ça, ça veut dire que les inégalités vont continuer de croître malgré la croissance économique, et ça, c'est jamais bon, socialement et économiquement. Ça ne va pas durer aussi longtemps que les impôts. Vous parlez peut-être d'un printemps social explosif? J'en sais rien. Écoutez, moi, vous savez, mon expérience fait que je suis toujours prudent. Dans la météo sociale. La météo sociale, celui qui est sûr d'une météo sociale, il se plante. Il s'appelle Nostradamus. Voilà. Donc il faut arrêter avec ça. Quand on décide de mobiliser, on fait tout pour que les mobilisations fonctionnent, bien entendu. Je pense que ce sera le cas le 22 mars, par exemple. Il y aura les cheminots d'un côté et les fonctionnaires de l'autre, et ils ont raison d'être insatisfaits. Après, qu'est-ce qui se passe le 23 mars? Il y a Air France le 23 mars, mais qu'est-ce qui se passe la suite? C'est les salariés qui décident. Vous êtes sceptique justement sur ce
qualificatif de grève dure annoncé par Philippe Martinez de la CGT, justement concernant la réforme de la SNCF. Qu'est-ce que c'est qu'une grève dure? Est-ce que c'est une grève forte une journée? Est-ce que ça, un syndicat, il peut décider, appeler les salariés à faire grève une journée? On ne va pas commencer à dire, voilà, on vous appelle à faire grève de temps à temps. Bon, après, quand c'est une grève dure, qui se poursuit. Quand je dis dur, se poursuit, c'est décidé en Assemblée Générale. C'est pas une armée, une organisation syndicale et les salariés font partie du régiment. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, heureusement d'ailleurs. Donc on peut appeler une grève et après c'est les salariés qui décident s'ils poursuivent ou pas. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Vous ne croyez pas peut-être à une grande manifestation d'ampleur et de blocage comme on avait pu connaître en 95? Je n'en sais rien. Peut-être que ça viendra. Mais je vous dis, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, on lance un mouvement et après on voit s'il continue ou pas. Hein, j'en ai fait quelques-uns, j'ai un peu d'expérience en la matière. Sur ce Big Bang annoncé de la SNCF, hier en Conseil des ministres, le projet de loi par ordonnance a été présenté. Le statut précis de cheminot, pour vous, c'était une priorité, il faut le supprimer? Ah non, faut pas supprimer le statut. Et c'est une erreur, là encore, de dire que l'un des problèmes principaux de la SNCF, c'est le statut. C'est pas ça le problème de la SNCF. Le problème de la SNCF, il vient de deux choses. Il vient de décisions prises au niveau européen, en matière de concurrence, quand on a par exemple décidé de déconnecter les réseaux de l'entreprise. Pareil entre nous, entre l'électricité et le gaz. Qu'est-ce qu'on y gagne à ce qui est d'à côté EDF et Engie aujourd'hui? Ils sont en concurrence entre eux, par exemple. Bon, ben c'est pareil pour la SNCF. Il n'y a aucun bénéfice, selon vous? Non, c'est une décision idéologique, sous couvert de libéralisme économique, qu'ont accepté les différents gouvernements, y compris le nôtre. Bon, ça, c'est des directives européennes. Et deuxième chose, c'est qu'on a surinvesti ou plus investi dans les lignes grande vitesse et moins dans le réseau secondaire. Et puis vous rajoutez à ça les maires qui voulaient tous que le TGV s'arrête chez eux, le TGV devient un tortillard à partir de là. Les petites gares qui se sont multipliées, les petites gares pas qui forcément voilà. entretenues. Donc c'est ça le problème, le sous-investissement dans le réseau secondaire. Voilà les vrais problèmes. Alors, entre nous, il n'y a pas urgence à régler ça sous 2 mois. On pouvait très bien prendre le temps d'une discussion, sauf qu'ils veulent aller vite. Ils veulent aller vite en donnant l'impression qu'il faut faire maintenant, on peut encore le faire maintenant, peut-être qu'on ne pourra plus le faire dans un an. Et pourquoi ils ne pourraient plus le faire dans un an? Parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est pas bon et que ça réagira dans un an. Donc il y a une course de vitesse. Alors c'est pas la vitesse qui me fait peur, nous on est souple, on sait s'adapter. On va revenir sur la méthode Macron, la méthode de l'exécutif, sur la manifestation de jeudi prochain, 22 mars. Il y aura les cheminots, les fonctionnaires également dans la rue. Admettez-vous qu'on peut réduire le nombre de fonctionnaires dans certains secteurs où c'est un sujet tabou? Non, c'est qu'il faut prendre le dossier par le bon bout. Et c'est pas comme ça qu'on prend le dossier par le bon bout. Écoutez, moi, ça fait 3e président de la République à qui je demande, avant de décider quoi que ce soit, en matière de service public d'une manière générale, on doit avoir un débat sur le rôle et les missions du service public. Qu'est-ce que doit couvrir le service public? Ils disent tous oui, mais ça ne se fait pas. Vous posez la question, pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ils refusent le débat démocratique là-dessus? Par contre, ce qu'ils font, ils travaillent en circuit fermé. Sous Sarkozy, ça s'appelait la révision générale des politiques publiques. Sous Hollande, ça s'appelait la modernisation de l'action publique. Et puis, sous Macron, ça s'appelle CAP 2022. C'est quoi CAP 2022? Des experts, dans leur petit coin, avec du public, du privé, quelques élus, qui travaillent en circuit fermé. Ils vont nous balancer je ne sais quoi dans 15 jours. Ils vendent de leur côté la concertation, des réunions avec... Du pipeau. Écoutez-moi, c'est du pipeau. On a été consulté une fois par CAP 2022. Après, ils font des forums, comme ils disent. C'est pas ça. Écoutez, ça a toujours existé. Alors maintenant, c'est modernisé. Ça se fait avec Internet aussi. Avant, ça s'appelait les États généraux, de la Sécu. Mais ça, c'est de la com. Pardonnez-moi, c'est de la com pour l'essentiel. La vraie concertation n'a pas eu lieu. Vous avez connu 4 présidents de la République. Comment vous qualifieriez le dialogue social avec le président de la République, Emmanuel Macron? Il existe, oui. Moi, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Vous il est cash. Vous avez été reçu au tout début de son mandat, toutes les organisations syndicales. Et on voit, par exemple, du côté de la CFDT, des déceptions. Laurent Berger dit « La méthode Macron, c'est vous discutez, je tranche, et personne ne sait de quel côté ça va tomber ». Est-ce que... On a une différence de conception, la CFDT, FO là-dessus. Quand on signe un accord, nous, notamment sur la formation professionnelle et l'assurance chômage, si on l'a signé, on va faire notre lobbying pour dire on a trouvé un équilibre aux députés s'ils doivent modifier la loi. Ne le perturbez pas trop, mais ce n'est pas les syndicats qui font les lois. Ce sont les parlementaires. Donc moi, j'admets le principe qu'un parlementaire puisse modifier un accord. Si on n'est pas content, on le dira. Bon. Que la CFDT, eux, ils pensent qu'un accord signé, il faut qu'il soit obligatoirement retranscrit. Bon. Alors, donc, quand on est dans un processus où il y a une décision de modifier la loi,
qu'on soit d'accord ou pas, c'est bien aux députés de voter et aux sénateurs de voter les lois. Donc ça, c'est une différence de conception. Après, dans la négociation stricto sensu, on négocie ce qu'on veut avec le patronat. Vous dites que c'est un dialogue cash avec Oui. cette méthode aussi qui est une forme de rouleau compresseur. Les réformes s'enchaînent les unes après les autres. Est-ce que c'est la bonne méthode, justement, ou est-ce que c'est trop vite? Il met beaucoup de choses, ils mettent beaucoup de choses sur la table, peut-être trop, mais ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai pas de problème, nous on n'a pas de problème, on est très souple, on n'est pas techno, donc on n'a pas de problème pour suivre tous les dossiers, mais compris s'il faut pas que les permanents prennent de vacances. On ne sait ne pas prendre de vacances en tant que responsable, je parle pas de salariés, donc tout ça on sait faire. Maintenant, s'ils mettent trop de choses sur la table et à un moment donné ça craque, c'est leur problème, c'est pas le mien. Jean-Claude Mailly, j'aimerais vous interroger sur le dossier Carrefour. Oui. Force ouvrière et le syndicat majoritaire dans l'entreprise annonce d'un plan de suppression de 2400 emplois et puis cette prime d'intéressement qui était à l'origine de 610 €, qui est passée à 50. Hier, Carrefour annonce un effort jusqu'à 350 €. Ce n'est pas suffisant. Non, mes amis considèrent que ce n'est pas suffisant. Il faut bien comprendre pourquoi c'est descendu de 600 € à 57. Parce que dans la comptabilité, ils ont inclus des provisions pour dépréciation d'actifs. Ce qui permet à l'entreprise de ne pas payer d'impôts puisqu'elle sera en déficit, mais ça conduit aussi à baisser la participation. Et ce n'est pas entendable. Je vous rappelle que parallèlement, il y a 350 millions d'euros pour les actionnaires, quand même. Donc vous appelez toujours à la grève c'est prévu le 31 mars. Alors, c'est un des problèmes qui a mis un peu plus le feu aux poudres. Mais vous parliez des 2268 emplois concernés dans les ex-magasins Dia. Ça veut dire que la moitié de ces personnes peuvent se retrouver sans rien. Mais il y a aussi plusieurs centaines d'emplois menacés dans les hyper. Donc que Carrefour doit évoluer, on n'est pas contre. Mais d'urgence, il faut qu'il y ait une négociation. Il y a une tradition de négociation dans ces entreprises. Pour le moment, ça traîne. Et ce n'est pas bon. Il faut que ça aille plus vite. Il faut que ça aille plus vite et il faut qu'ils mettent en place des systèmes de sortie anticipée pour ceux qui sont près de la retraite. Sinon, on ne s'en sortira pas. Après 14 ans de mandat à la tête de Force ouvrière, vous raccrochez fin avril, le 27 avril, congrès à Lille. Vous resterez toujours syndicaliste dans l'âme. Syndiqué, oui, bien sûr. Écoutez, ça fait 40 ans que je paye mes cotisations et que je suis adhérent à FO. Je ne vais pas m'arrêter comme ça. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Une organisation syndicale avec combien d'adhérents, combien de militants à peu près? 500 000 adhérents. Non, vous savez, il y a plus d'adhérents dans les syndicats que dans les partis politiques. Et puis, quand on est adhérent à FO ou dans un autre syndicat, on paye une cotisation. C'est pas comme dans certains partis politiques aujourd'hui, où c'est gratuit. Donc, la cotisation, ça a un sens. Vous êtes un personnage dans l'opinion, vous êtes un visage connu avec vos lunettes, voilà, vous êtes reconnaissable parmi beaucoup. Vous allez introniser Pascal Pavageot. C'est pas connu du grand public, on va peut-être voir sa photo s'afficher. Seul candidat en lice. Il y a quelques années, là. Il a perdu un peu de cheveux depuis. Il a perdu un peu de cheveux depuis. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil, finalement? Écoutez, l'organisation sur les grandes orientations, c'est ni lui ni moi qui décidons. On a un congrès, c'est là que ça va se décider. Qu'il reste lui-même et qu'il préserve surtout la liberté et l'indépendance de l'organisation. Quand on est secrétaire général d'une organisation comme FO, qui est compliquée, qui nécessite une démocratie permanente, on doit séduire mais ne pas plaire. C'est quoi la différence? Quand on veut plaire, on dit oui à tout le monde. Quand on veut séduire, on essaie d'amener les gens sur notre position. Voilà, ça je lui ai dit, mais après il fera comme tout le monde, il s'y mettra. Avec l'importance aussi de ce dialogue social, le poids des syndicats aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est une inquiétude dans les années à venir? Non, franchement, moi je ne suis pas inquiet. On a des problèmes, mais ce n'est pas spécifique à la France. C'est dans tous les pays européens. C'est une période où on résiste plus qu'on faut conquérir, mais il faut tenir pour... Et moi, quand on milite, on est optimiste, on sait que les choses changeront. Jean-Claude Mailly, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.